Bonjour et bienvenue à la séance qui va porter sur le 11 juillet 1553, première opposition et réaction de Marie Tudor. Aujourd'hui, nous allons analyser comment, dès le lendemain de la proclamation de Lady Jane Grey à titre de reine d'Angleterre, son autorité est fortement contestée, en particulier par Marie Tudor, qui entre alors en scène. Nous verrons comment les équilibres politiques basculent rapidement, tant à l'échelle nationale qu'au sein même du Conseil royal, mettant en péril la légitimité de Jane dès le deuxième jour de son règne. On voit ici Jane Grey et on voit ici Mary Tudor. Les appuis et oppositions à Jane Grey. Une légitimité déjà fragile, Jane est proclamée reine le 10 juillet, mais cette proclamation n'a été préparée que par un cercle restreint. Dirigé par le duc de Northumberland, le beau-père de Lady Jane Grey, et elle repose uniquement et principalement sur le testament modifié d'Édouard VI, un acte signé par le conseil privé et l'absence de consultation de parlement. Ici, on voit un extrait du testament modifié d'Édouard VI, My Device for the Succession. Dans la rapidité avec laquelle tout cela est mis en œuvre, montre que Jane n'est pas portée par une adhésion nationale, mais par une stratégie de maintien de pouvoir par ceux qui l'entourent. Bon, les appuis et oppositions à Jane suite. Les soutiens officiels, un noyau dur mais isolé. Les premiers soutiens de Jane sont essentiellement liés à la faction protestante et au clan Dudley. John Dudley, duc de Northumberland, chef du conseil et stratège du coup d'État, qu'on voit ici. On voit également son fils Guilford Dudley, qui est l'époux de Lady Jane Grey. Les membres du conseil privé nommés ou influencés par Dudley. Le jeune époux de Jane, que j'ai déjà mentionné, Guilford Dudley. Et aussi sa mère, Jane Dudley, la mère de Guilford, que j'ai pas ici. Mais on a aussi quelques figures protestantes qui soutiennent Jane, comme l'évêque Nicolas Ridley, qui prêchera pour Jane, qui est ici. Mais au-delà de ce cercle, peu de nobles régionaux se prononcent immédiatement pour Jane. La noblesse des provinces est prudente, attend de voir qui triomphera. Qui triomphera? Telle est la question. Une opposition souterraine mais croissante. Dès le 11 juillet, plusieurs signes indiquent que l'opposition s'organise. Des rumeurs se répandent à Londres et en province selon lesquelles Mary Tudor revendique le trône d'Angleterre. Des nobles commencent à envoyer discrètement des messages à Mary. Certains dont la loyauté envers les Tudors l'emporte sur les ambitions religieuses refusent d'accepter la rupture dynastique. Des magistrats municipaux, des membres de la genterie, des officiers de milice, tous sont dans l'expectative, mais beaucoup ressentent un malaise face à ce changement imposé. Il n'en a pas demandé d'avis à quiconque, sur seulement un cercle restreint. Et encore. Bon, Mary Tudor rassemble ses soutiens en Estangile, qu'on voit ici, c'est au nord de Londres. C'est une réaction rapide et décidée. Mary apprend la mort de son frère le 9 juillet. Craignant pour sa sécurité, elle s'enfuit de Hudson Hall dans l'Essex pour gagner Non, excusez-moi. Framlingham Castle dans le Suffolk. C'est une forteresse sûre au cœur d'un territoire où elle bénéficie d'appui. Dès le 11 juillet, elle commence à envoyer des lettres aux nobles de l'Estangile pour solliciter leur soutien. Lever une armée locale, revendiquer publiquement sa légitimité dynastique en tant que fille d'Henri VIII, cause que Henri VIII avait fait un testament, il l'avait nommé Édouard VI, son fils. Après ça, Mary et ensuite Élisabeth.
Donc, de cette façon-là, Edward, en nommant Lady Jane Grey, il contrevient à aux dernières volontés de son père, Henri VIII. Toutefois, on l'a su qu'après la mort d'Édouard VI, donc on ne peut plus le blâmer pour ça. Il a surtout été influencé par John Dudley, évidemment. Donc, Mary sait que le temps joue contre Jane si elle ne réagit pas vite. Elle se montre énergique, déterminée et utilise la fidélité à Henri VIII et la foi catholique comme levier de mobilisation. Le soutien des provinces laisse tangible et stratégique. Région agricole riche, peuplée, avec des élites locales catholiques ou modérées. Forte présence de la vieille aristocratie restée fidèle à la mémoire d'Henri VIII. Résistance relative aux réformes religieuses les plus radicales. Des nobles comme Thomas Cornwallis, Edward Waldegrave, Sir Henry Bedingfield rejoignent rapidement Mary avec leurs troupes. Des villes comme Norwich, qu'on voit ici, ou Bury St. Emun hésitent au départ, mais basculeront bientôt en faveur de Mary, rassurée par sa présence physique et son autorité. Bon, ok, Bury St. Emun, il est là. Et là, Norwich, Bury St. Emun. Il est là. Excusez-moi, j'ai pris un peu de temps avant de le trouver sur la carte. Bon, Mary, une figure de stabilité pour beaucoup. Mary n'est pas une inconnue. Elle a été reconnue princesse pendant toute son enfance. Elle est la fille de Catherine d'Aragon, qu'on voit ici. Catherine d'Aragon et Mary. Ça fait... Elle incarne la continuité dynastique, le retour à une forme d'ordre ancien rassurant, une forme de résistance contre l'influence grandissante des Dudley. Dès ce 11 juillet, le rapport de force commence lentement à pencher en sa faveur. Même si cela ne se traduit pas encore en affrontement direct. Les tensions croissantes au sein du Conseil royal. Le Conseil privé face à une crise naissante. Le Conseil royal à Londres est théoriquement uni autour de Jane Grey, mais les membres sont divisés intérieurement. Certains doutent de la viabilité de Jane comme souveraine. L'annonce de la levée des troupes de Mary les pousse à la panique. Duc de Northumberland tente d'imposer l'unité, mais son autorité commence à s'effriter. Il est vu comme le véritable régent de fait, et certains craignent qu'il cherche à établir une dictature familiale. Car, on le sait tous, si Jane et Guilford Dudley ont des enfants, ils porteront le nom des Dudley. Ce sera donc la nouvelle dynastie des Dudley. Et donc, celle de John Dudley, vu que il impose Lady Jane Grey, et donc il impose sa famille comme dynastie régnante d'Angleterre. Ce faisant. Bon. Pour revenir à nos moutons, les dilemmes politiques des conseillers. Plusieurs membres du conseil se trouvent dans une position inconfortable. Reconnaître Jane, c'est soutenir une usurpation politique risquée. Rejoindre Marie trop tôt, c'est trahir le serment fait à Jane et à Northumberland. Ils tentent donc de gagner du temps, de jouer sur les deux tableaux. Certains envoient des messages secrets à Mary pour assurer leur loyauté si elle triomphe. D'autres commencent à s'absenter pour des raisons de santé ou se retirer des affaires.
Un climat de paranoïa s'installe. Qui va trahir qui? Qui va rester fidèle à Jane? Le conseil devient un lieu de méfiance et de repli. Dans un pouvoir centre au sein du Conseil royal. Suite. L'incapacité à créer un élan national. Le Conseil tente quelques initiatives, des proclamations sont envoyées dans le royaume pour faire connaître Jane, des troupes commencent à être levées dans certaines régions en son nom. Mais l'écho est faible. Les régions restent majoritairement silencieuses. Londres elle-même ne s'enthousiasme pas. Malgré la présence physique de Jane dans la tour, face à l'élan mobilisateur de Mary, le Conseil commence à douter de sa propre stratégie. Le climat est tendu, le risque d'un basculement devient palpable. Je rappelle qu'à l'époque, il n'y a pas vraiment d'armée nationale permanente. Donc, c'est les nobles, c'est aux nobles de lever, qui revient la responsabilité de lever des armées. Ouais, ouais, bon. Conclusion. Une journée d'inversion du pouvoir en germe. Le 11 juillet 1553 est la journée où tout commence à glisser. Jane est encore reine, mais déjà assiégée. Sur le plan politique, ses soutiens sont trop peu nombreux. Sur le plan militaire, Mary s'organise rapidement. Sur le plan moral, les Anglais se reconnaissent davantage dans la fille d'Henri VIII que dans une jeune fille imposée par un groupe de conseillers. C'est le début de la fin, bien que cela ne soit pas encore évident pour tous. Le temps de Jane est compté. La suite de la crise va se jouer sur les routes de l'Angleterre orientale, mais aussi dans les salons fermés du pouvoir londonien, où les rumeurs se répandent à bon train. Bibliographie suggestive, on a ici des ouvrages spécialisés sur Jane Grey et Mary Tudor, et des ouvrages généraux sur les Tudors et le contexte politique, ainsi que des sources primaires et documents contemporains peuvent être des documents contemporains. Bon, ça c'est surtout si vous voulez aller, c'est juste si vous voulez aller plus loin, vous pouvez les lire ou les consulter, mais c'est encore là, c'est facultatif. C'est pour vous. Sur ce, moi j'ai terminé. On se revoit très bientôt pour une prochaine séance. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez toujours faire un pouce en l'air ou un petit commentaire. C'est toujours très apprécié. Merci. Bye, à la prochaine.